Les mathématiciens nomment ce modèle le tor. Dans un tor, l'énergie arrive par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité. Un tor est équilibré, autorégulé et toujours entier. Officiellement, c'est le scientifique et inventeur Arthur Young qui m'a, le premier, présenté le tor. Le futuristique Duane Elgin explique comment le tor constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie à tout niveau. L'évolution implique de s'ouvrir, se déployer. La question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'univers déploie? Ce que l'univers déploie, ce sont des systèmes auto-organisés, et vous pouvez le constater à tout niveau. Un système auto-organisé est un terme technique utilisé pour décrire simplement un système qui se connaît lui-même en profondeur. Nous pouvons voir et observer ces formes auto-organisées partout dans la nature. Nous les trouvons sur la coupe transversale d'une orange ou d'une pomme. Nous les observons dans la nature dynamique d'une tornade. Nous les voyons dans le champ magnétique autour de la Terre et dans un champ magnétique similaire autour d'un individu. Nous pouvons le voir dans la structure d'une galaxie spirale tout entière. Nous pouvons l'observer dans la structure d'un petit atome. À toutes les échelles et au cours de toute son histoire, l'univers a un projet unique, cultiver des tors. L'univers est une usine qui cultive des tors. Ces dynamiques toroïdales sont visibles à différents niveaux. L'un d'entre eux est le niveau galactique. D'énormes structures tournoyantes composées de milliards d'étoiles. Généralement, cela ressemble à de grands bras de galaxies qui se retournent et qui se caractérisent par des tourbillons qui partent du centre et s'étendent jusqu'au bord du halo galactique qui les entoure. Les étoiles quittent le disque galactique pour arriver dans le halo, descendent dans les tourbillons et repartent en arrière de nouveau. Des étoiles que nous connaissons, telles qu'Arcturus par exemple, ont déjà emprunté cette voie. Cette description s'applique même à l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques partent du pôle Nord pour descendre à l'équateur, puis font marche arrière. Depuis le pôle Sud, elles remontent vers l'équateur puis redescendent. Même les dynamiques à la surface du Soleil sont très similaires. Bien sûr, dans le cas présent, nous adoptons une approche depuis une perspective extérieure, sur un modèle à petite échelle. Quand vous regardez le système solaire ancré dans la galaxie, ancré dans l'amas, ancré dans le superamas, nous voyageons dans cette mer infinie où circule une infinité de tors. Le tor est comparable à la respiration de l'univers. Il s'agit de la forme que prend le flux d'énergie à tout niveau de l'existence. Mais il y a également une structure sous-jacente dans laquelle les flux s'assemblent, comme une sorte de squelette. Elle porte le nom de vector equilibrium, un terme inventé par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Buckminster Fuller. Inspiré par le travail visionnaire de Fuller, j'ai passé des dizaines d'années à effectuer des recherches sur les dynamiques du vector equilibrium et du tor. Le potentiel de la forme d'énergie toroïdale m'a tellement subjugué qu'en 1997, j'ai cofondé un groupe de réflexion multidisciplinaire, le Symposium Sequoia, afin d'étudier ce modèle et d'explorer ses applications. Les recherches que nous avons cumulées m'ont convaincu que le tor et le vector equilibrium sont des modèles primaires fondamentaux pour la création de l'univers à tout niveau. Lors des réunions du Symposium Sequoia, j'ai appris que certains inventeurs prétendaient utiliser la dynamique du tor comme point de départ pour des appareils générant de l'énergie sans combustion. Ce progrès révolutionnaire, ouvrant sur ce qui est parfois appelé point zéro,
radiant ou encore énergie libre, est désormais plus simplement appelée technologie de la nouvelle énergie. Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le Thor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. Cependant, il existe une information très importante dans ce temple, sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. Nassim a décodé le symbole d'Osiris en 3 dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en 2 dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le vector equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue. Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant, plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdal entourant chacune des pyramides, et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris. Un modèle en 3 dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années. Maintenant, changeons de continent, passons de l'Égypte à la Chine, où la même géométrie apparaît sur un autre site sacré construit en 1420. Rendons-nous à la cité interdite, où résident les dieux du soleil, et où l'on trouve à l'entrée les chiens fous, gardiens de la connaissance. Ils gardent la connaissance sous leurs pattes. La même géométrie de 64 unités d'énergie est de nouveau encodée. Je me suis alors demandé si le fait que le même dessin apparaisse dans des lieux importants sur 2 continents différents était une simple coïncidence. Mais ensuite, Nassim m'a montré que cette géométrie de 64 unités d'énergie est encodée dans différentes cultures tout au long des siècles, partout dans le monde. L'arbre de vie kabbalistique hébreu crée également une structure identique, le vector equilibrium, y est de nouveau intégré à chaque niveau. L'antique sagesse chinoise intitulée Yi Jing est basée sur 64 hexagrammes, symboles composés d'une série de 6 lignes, certaines continues, d'autres cassées. Ceux-ci, une fois assemblés comme les 6 bords d'un tétraèdre, forment le cristal à 64 tétraèdres. Le même modèle réapparaît dans la recherche scientifique moderne. La double hélice se caractérise par un alphabet de 64 codons utilisés pour encoder notre ADN humain. J'avais constaté que la connaissance de la géométrie vivante de l'univers était très avancée il y a des milliers d'années. Mais comment donc pouvait-il en savoir autant ?
La plupart des histoires de l'Égypte ancienne, des Mayas et des Incas, évoquent les dieux du soleil descendant sur la terre et enseignant aux hommes l'ingénierie, l'écriture et toutes leurs sciences. J'ai commencé à me demander si tous ces dieux du soleil n'étaient pas des civilisations avancées provenant d'une autre partie de notre galaxie. Dans beaucoup de cultures anciennes, les textes les décrivent comme arrivant dans des bateaux volants, ou dans la tradition védique, des machines volantes, etc. La venue de ces dieux du soleil a été mentionnée à maintes reprises à travers l'histoire. Se pourrait-il que ces premiers pilotes d'au-delà de notre monde soient à l'origine du partage de ce code? Se pourrait-il qu'ils exploitent vraiment son pouvoir pour se propulser à travers le cosmos?